Bienvenue à toutes et à tous. Merci de continuer à suivre les conférences Energaia. Titre de cette nouvelle table ronde, agrivoltaïsme, comment construire une filière crédible et durable. Ces derniers mois, les services de l'État voient arriver des dossiers de plus en plus nombreux. Certains sont travaillés agronomiquement, d'autres beaucoup moins. Pourtant, la loi APER et les textes d'application ont posé un cadre à l'agrivoltaïsme, mais des acteurs disent encore avancer dans le flou. Alors, quels projets peuvent réellement se revendiquer agrivoltaïques et comment ancrer durablement cette filière dans les territoires en tenant compte des spécificités locales, des paysages et de l'acceptabilité, avec quels outils et quelles méthodes? On en parle avec nos intervenantes et intervenantes. Ils regardent l'agrivoltaïsme, chacun avec un angle différent, mais très complémentaire, vous allez le voir. Nous rejoint la coordinatrice de la filière photovoltaïque à l'ADEME, Céline Mel. Merci d'être avec nous. L'ADEME qui, après avoir travaillé dans plusieurs régions pilotes, a développé une méthode de qualification des projets d'agrivoltaïsme et met en place un observatoire national. Céline, vous allez nous expliquer où en est le cadre actuel et comment les futurs outils de l'ADEME peuvent aider à structurer la filière. Et je précise que vous présenterez dans le détail ces outils à 15h30 dans la salle qui est juste à côté, c'est la salle EOL. Notre prochain intervenant voit passer concrètement des dossiers pour le compte de l'État. On accueille Pierre Giraud, chargé de mission transition énergétique et animateur du pôle ENR à la DTM de l'Hérault. Vous allez nous apporter le regard opérationnel des services de l'État sur ce qui fonctionne, ce qui bloque et les points de vigilance qui reviennent systématiquement. On a sollicité aussi pour cette table ronde le regard des porteurs de projets. Nous rejoint la représentante de France Agrivoltaïsme en région Occitanie, Cécile Magherini, par ailleurs directrice générale de Sunagri. Et enfin, notre grand témoin du jour pour apporter un regard extérieur sur l'agrivoltaïsme, personnalité engagée sur les questions climatiques. On accueille l'agroclimatologue Serge Zaka, président fondateur de Agroclimat 2050. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'adresse au public. Vous pouvez poser des questions. Un petit micro circulera à la fin de la table ronde, mais vous pouvez poser des questions. Vous avez maintenant l'habitude, c'est la nouveauté de l'édition 2025 d'Energaia, avec une appli dédiée. Donc vous avez un QR code ici. Vous flashez avec votre appareil photo ce QR code. Ça vous renvoie vers notre appli où vous pouvez poser vos questions. Je vais les relayer autant que possible à nos invités. Alors, on commence tout de suite par une question toute simple. On va se demander si l'agrivoltaïsme est une filière en quête de crédibilité. Ça sera la première partie de notre table ronde. La deuxième partie, on verra comment accompagner le développement de la filière, quels outils sont disponibles. Et enfin, en dernière partie, on se demandera comment ancrer durablement cette filière dans les territoires. Allez, on commence avec un acteur qui voit arriver des dossiers et il en voit arriver en nombre. C'est Pierre Giraud, chargé de mission transition énergétique à la DTM 34, dans un département comme le vôtre, qui voit arriver, je le dis, ces nombreux projets agri-PV. Quel regard porte aujourd'hui l'État sur cette filière en construction? Qu'est-ce que vous voyez remonter concrètement dans les dossiers? Alors bonjour. Concernant le nombre de dossiers, pour avoir un ordre d'idée de ce qui passe en gros dans l'Hérault au pôle ENR, pour l'instant on en est à peu près à 26 dossiers. Et c'est un sujet assez... Il y a des filières avec des résultats très très contrastés. On a deux types globalement. On a les projets sur vignes, sur les arbres fruitiers, où là, généralement, nous voyons des petits dossiers, 3-4 hectares maximum, ou avec des panneaux solaires qui sont là pour répondre à une problématique rencontrée par la culture. Ça, là, c'est un point très, très important qui a été fixé par la loi APER. Donc là, on a vraiment les panneaux qui répondent à une problématique concernant l'impact solaire sur les feuilles, stress hydrique, etc. Donc là, on peut qualifier ça de réel agrivoltaïsme parce que
il y a une plus-value sur la culture et c'est quelque part prouvé. Et une seconde réalité qu'on voit, ce sont les projets plutôt de pâturage sur panneaux, où là, c'est beaucoup plus contrasté. Ce sont des projets sur des surfaces beaucoup plus importantes, plusieurs dizaines d'hectares, où là, la plus-value sur l'agriculture n'est pas réellement avérée en climat méditerranéen, parce que les zones de pâturage dans l'Hérault, c'est globalement des sols pauvres, en régime méditerranéen, très chaud, très sec. Et la quasi-totalité des preuves, entre guillemets, qu'on nous avance, ce sont des retours de la Beauce ou de la Saône-et-Loire qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre climat méditerranéen. Donc, plutôt que de parler de la filière agrivoltaïque, j'aurais tendance à dire les filières agrivoltaïques, vu ce que je viens de vous dire. Quand vous dites que vous recevez des projets qui finalement pourraient très bien convenir dans la Beauce, mais moins ici dans le climat méditerranéen, ça veut dire que vous recevez finalement des projets un peu standards. Est-ce que vous diriez que les développeurs n'ont pas pleinement compris la loi qui a été pourtant assez claire sur l'agrivoltaïsme? Est-ce que c'est votre sentiment? Alors, le postulat de la loi APER, c'est que les panneaux doivent apporter un service à l'agriculture. Ça, c'est la base, et c'est vrai que nous avons des développeurs qui, on ne va pas se cacher, ont une opportunité foncière. Comme je vous ai dit, autant sur des filières entre guillemets reconnues, vignes, arbres, on sait ce qui marche, on a des retours dans la région. Sur le pâturage sous panneaux, là c'est beaucoup plus discutable et on sent que la frontière entre le parc photovoltaïque classique au sol, entretenu par des moutons, et l'agrivoltaïsme qui doit apporter un service à la culture, est-ce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on attend? Est-ce que c'est la loi qui est mal comprise? Donc soit c'est un sujet d'incompréhension, soit c'est de l'opportunisme, vous nous laissez entendre. Globalement. Ok. Cécile Magarini, une fois qu'on a dit ça, on a envie de vous poser la question, vous, à la tête de France Agrivoltaïsme, ici en Occitanie. Donc on constate une multiplication des projets, a priori il n'y a pas une bonne compréhension, ou parfois il y a de l'opportunisme. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, bon, là on a un vrai sujet, il faut qu'on le prenne à bas-le-corps, parce qu'il y a peut-être une question de crédibilité à gagner, ou est-ce que vous vous dites, ben non, en fait il y a peut-être une clarification du cadre à rétablir dans l'instruction des dossiers? Crédibilité, je ne sais pas. Confiance, c'est sûr. Crédibilité, c'est pour ça qu'on s'est structuré sur France Agrivoltaïsme, pour qu'en amont travaillent ensemble le monde agricole, les techniciens et puis les porteurs de projets. Et ça, c'est important. Nous, voilà, il y a un mouvement que je voulais expliquer. Il y a une temporalité, c'est-à-dire que les projets sur terre agricole, ils ont commencé autour de 2020. Il n'y avait pas de réglementation. En 2022, première définition dans une proposition de loi du Sénat. Les territoires se sont emparés du sujet en disant, nous, on ne veut pas du solaire partout sur les terres agricoles. Il faut un développement raisonné. Ça se transforme après en loi APER en 2023 et des décrets d'application en 2024. Tout ça pour vous dire qu'on a entre 2022 et 2024 un temps qui est quand même assez long
de mise en place de la réglementation et pendant le même temps des projets qui continuent. Et en vrai, quand on regarde finalement les projets qu'on a aujourd'hui, l'essentiel des tous les projets quasiment, peut-être à l'exception d'un, je parle sous le contrôle de l'ADEME, sont des projets qui ne répondaient pas à la loi APER. Donc ce qu'on voit et ce qu'on a en visuel ou ce qu'on a en tête, c'est des projets avant la nouvelle réglementation. Et les projets qu'on présente maintenant, c'est ceux qui appliquent cette réglementation, mais qui était difficile à appréhender localement et qui se met en place. Et du coup, il y a eu aussi, il ne faut pas le nier, certains porteurs de projets qui ont voulu sauver des projets qui ne rentraient pas dans la nouvelle réglementation. Et peut y avoir ce ressenti au niveau des services de l'État de projets qui ne rentrent pas du tout dans les clous parce que finalement, ils ont été initiés avant cette loi. Et nous, ce qu'on dit au niveau de France Agrivoltaïsme, c'est maintenant laissez-nous travailler dans le cadre de cette loi APER. Vendez pas le bébé avant l'eau du bain. Et on a maintenant un cadre précis avec des taux de couverture, avec des niveaux de rendement agricole à respecter. Il y a plein de garde-fous qui existent et nous, on aimerait pouvoir faire en sorte que cette réglementation, elle existe, que le débat s'apaise et qu'on puisse enfin montrer les références type loi APER. Voilà, parce que c'est ce que je vais vous demander finalement. C'est quoi les leviers de votre côté, les leviers prioritaires pour permettre à la filière de s'installer? En fait, vous nous le dites un peu, c'est vous laissez faire les preuves avec les beaux projets qui ont une vraie valeur agronomique. Je pense qu'il y a des projets effectivement qui ont une belle valeur agronomique mais qui doivent être jugés par des instances tiers. Et puis il y a toujours ce débat de se dire ouais, mais ça n'a pas été fait dans mon département, ça n'a pas été fait dans ma région. Donc qu'est-ce qu'on attend comme démonstration? Qui paye ces démonstrations? Et est-ce qu'on peut accepter qu'entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, finalement... évidemment, je force le trait, une expérimentation à un endroit vaut pour les deux départements. Donc on a besoin de quelques démonstrateurs avec des analyses tierces. Donc nous sont imposés des suivis agronomiques et donc je pense qu'il faut maintenant analyser ces suivis agronomiques, publier les résultats. Certains porteurs de projets le font et on a besoin d'une expression peut-être un peu tierce et un peu experte sur ces résultats agronomiques. C'est très important pour gagner en crédibilité. On parlera de l'Observatoire national de l'agrivoltaïsme qui est très attendu dans une autre partie, dans quelques minutes. Mais avant, je voulais entendre Céline Mène de l'ADEME sur ce sujet, là, cette quantité d'instructions techniques. Certains développeurs disent que ils ont le sentiment de naviguer dans le flou. Est-ce que, à votre sens, le cadre actuel, il est suffisamment clair et il permet de sécuriser la filière naissante ? Oui. Alors effectivement, le cadre législatif aujourd'hui, il est bien posé depuis 2023 avec la loi APER et cette définition, donc maintenant qui est légale. Cette définition de l'agrivoltaïsme, elle est quand même très ressemblante à celle que nous, on avait proposée côté ADEME en 2022, donc on s'en félicite aussi. Et cette définition, elle permet quand même de tracer un cadre et en tout cas une orientation très précise de ce qu'on veut faire avec l'agrivoltaïsme. Par contre, comme on vient de l'entendre, il est vrai que la mise en application de cette réglementation et de cette définition est tout de même très complexe dans les territoires. On sait qu'on doit donc justifier de services agronomiques, on doit justifier d'une activité agricole principale, on doit justifier d'un revenu durable qui ne bouge pas entre l'avant et l'après-projet. Donc c'est quand même des choses qui sont très complexes et qui demandent presque des éléments d'information a priori, parce qu'on n'a pas forcément l'ensemble de ces éléments-là dès le départ. Ce que nous on a fait côté ADEME, c'est qu'on a mené donc une étude dans 5 régions, dont l'Occitanie d'ailleurs, qui a permis en fait d'aller un petit peu toucher du doigt cette réalité opérationnelle. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement les justifications, et donc là je parle que ce soit les projets avant APER ou après loi APER, parce qu'on a vraiment travaillé sur tout type de projet en terrain agricole, c'est que finalement les justifications pour étayer, on va dire, cette définition de l'agrivoltaïsme, elles sont quasiment inexistantes. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, ou en tout cas de développeurs, qui n'ont pas assez de recul sur l'impact de la structure photovoltaïque sur l'agriculture. Donc il n'y a pas assez de retour d'expérience, il n'y a pas assez de données, et on l'a dit aussi, il y a une très grande diversité des contextes pédoclimatiques. Donc tout ça fait que la réalité opérationnelle de ce cadre-là est assez tendue.
Après, ce qu'on a pu voir aussi pendant cette étude-là, qui a duré quand même très longtemps, hein, dans les territoires, on a travaillé presque 12 à 18 mois, c'est que l'enjeu finalement dépasse la conformité réglementaire. On voit que dans les territoires, certes, se pose la question de est-ce que le projet il est réglementaire pour satisfaire à la loi APER, mais d'un autre côté, il y a d'autres thématiques qui sont nécessaires et fondamentales, on va dire, pour les acteurs locaux. Et là, on va parler effectivement d'aspects de concertation, d'aspects de paysage, d'aspects d'impact environnementaux, de biodiversité, de partage de la valeur, qui sont finalement peut-être des thématiques qui sont encore plus fortes dans les territoires que cette conformité réglementaire. Donc il y a quand même un équilibre qu'il est nécessaire de trouver, d'une part entre la justification, on va dire, scientifique qui va étayer le cadre législatif, mais aussi montrer un petit peu l'aspect vertueux du projet. Et peut-être juste un point, c'est que dans cette étude-là, donc sur les 5 régions, on a recensé 1600 projets à tout stade de développement confondu, donc qu'ils soient déjà en exploitation, comme les projets en réflexion qui vont arriver et qui devront être conformes à la loi APER. Ces 1600 projets, ils représentent plus de 17 gigawatts. Donc c'est quand même assez phénoménal en termes d'ampleur de cette situation-là, qui montre qu'il y a une très forte demande auprès des territoires. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des élus qui ont un sentiment un peu de trop-plein en disant il y en a trop qui arrivent, j'ai pas assez de données, je ne sais pas quoi faire. Au secours. En fait, vraiment, on en est un peu à ce point-là. Et l'ADEME, elle est là aussi pour essayer d'outiller finalement les territoires, et c'était tout l'objectif de notre étude qu'on est en train donc, de finaliser, c'est de vraiment outiller la filière, toutes les parties prenantes pour crédibiliser les projets, donc scientifiquement parlant, mais aussi pour assurer la pérennité des projets. Et là, je parle de tous les autres enjeux qui vont effectivement faire qu'un projet va être approprié aux territoires concernés. Merci. Serge Jacquat, vous êtes un convaincu de l'agrivoltaïsme. Comment vous regardez les débuts de cette filière qui avait une très très bonne image? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un risque que cette image elle vienne à se brouiller? Oui, exactement. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'agrivoltaïsme. Je vais commencer par l'intelligence artificielle. Vous comprendrez pourquoi. Alors, on a fait une intelligence artificielle qui est très intéressante, par exemple, pour la structure des protéines spatiales, pour les vaccins, pour la médecine, pour la détection des cancers, pour plein de choses. Plein de choses. C'est hyper intéressant. À son origine, c'est-à-dire que dès qu'elle sort de la tête de ces concepteurs, c'est hyper intéressant. Et derrière, c'est ce qu'on en fait qui n'est pas forcément très bon. Vous regardez sur Facebook, vous regardez sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, elle sert à faire quoi? Des chatons et du porno. En fait, on est capable, 95% des gaz à effet de serre de l'intelligence artificielle ne sont pas utiles. C'est juste inutile. Pour l'agrivoltaïsme, c'est à peu près pareil. Quand ça sort d'une tête, d'un centre de recherche, d'un concept, c'est très intéressant. Ça permet de lutter contre l'évapotranspiration. Ça fait baisser la température au niveau de la surface des végétaux et du sol. Ça permet de lutter contre le gel également, condition qu'il n'y ait pas trop de vent. Ça permet de lutter contre la grêle, à condition qu'elle ne soit pas trop grosse. Et ça permet d'autres aspects pour mettre, par exemple, des structures pour des filets anti-grêle ou alors des filets de l'irrigation. Des structures qui permettent de maintenir cette irrigation goutte à goutte, par exemple. Bon, sur le principe, c'est intéressant. Mais l'homme est capable de faire plein de choses pour détourner l'origine scientifique de ce concept pour en faire du profit. C'est-à-dire que derrière, la législation qui vient, elle a pour objectif de dire non, l'agrivoltaïsme n'est pas un prétexte pour mettre des panneaux solaires sur nos terres agricoles. À l'origine, c'est quelque chose qui permet de protéger nos cultures. Vous prenez les méthaniseurs, par exemple. Il y a des cas où on a des sécheresses, on ne peut pas nourrir les animaux avec du maïs, mais vu que le prix du méthane est plus élevé que la viande en ce moment, on va mettre le maïs dans le méthaniseur. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable de faire n'importe quoi avec un concept qui est intéressant. Donc moi, je trouve que le concept est très intéressant, à condition, bien sûr, d'avoir ces garde-fous. Garde-fous qui sont études scientifiques derrière qui permettent de vérifier que la rentabilité est garantie, voire même augmentée dans un contexte de changement climatique, parce que c'est durable, hein. On ne parle pas que d'actuel, on parle d'avenir. Prenez les Pyrénées-Orientales, il y a certains cas, je crois que c'est chez Sonagri, où on a certains panneaux photovoltaïques qui sont très intéressants en cas de sécheresse majeure. Pour l'instant, on a un manque de recul scientifique et de données. L'acceptabilité, on va dire, pour le grand public ou pour les maires,
C'est de dire, bon, là, j'ai une culture blanche, il n'y a pas de panneau, j'ai la même culture, le même sol, des panneaux. Je compare l'évapotranspiration, la demande en eau, le rendement, la qualité du vin, le taux d'alcool, le pH, enfin, tout ce que vous voulez. Et ça, ça manque encore. Pour donner une acceptabilité, il faut prouver. Et pour l'instant, je trouve qu'on ne prouve pas assez. C'est encore au stade de concept. Il faut éviter justement que ce concept soit détourné pour une histoire de rentabilité, d'acquérir des terres agricoles. Donc il ne faut pas que le message se brouille, il faut qu'on garde un aspect scientifique, il faut qu'on ait des études, il faut qu'on ait de la modélisation. Sonagri travaille aussi sur de la modélisation, de voir quel est l'impact de ce couvert au-dessus sur les cultures en dessous. Donc il faut qu'on ait ces garde-fous. Donc moi je suis très content d'avoir cette législation qu'on a discutée et on garde un œil scientifique de voir comment ça évolue pour pas que le message justement se brouille. Très bien, mais ça rebondit un peu sur une question qu'on avait, à laquelle vous avez anticipé, mais je vais demander aussi à Cécile Magrenier si elle souhaite de réagir. Comment réagissez-vous aux affirmations selon lesquelles les projets agrivoltaïques ne sont qu'une excuse pour que les développeurs d'énergie aient accès aux terres agricoles, aux friches et aux zones naturelles protégées ? Nous, chez France Agrivoltaïque, on peut le penser, hein, c'est une objection. Et après, il faut prouver le contraire. Hein. Je suis d'accord, le plus important, et c'était aussi mon intervention, c'est les résultats. Le sens de ce qu'on fait, c'est de protéger les cultures, de protéger les prairies de l'impact du changement climatique. Donc, si on prend... Voilà, on peut nous objecter ça. Après, on a fait un sondage. Il y a 93% des agriculteurs en France, hein, c'était sur 1700 agriculteurs qui sont impactés par les effets du changement climatique, et la perte moyenne, elle est de 22%. Et le sujet de la ressource en eau, parce qu'on a aussi cette thématique qui est adressée par l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire ce que ça apporte en termes d'économie d'eau est présente, et l'impact des restrictions d'eau sur l'agriculture est très important. Donc effectivement, les vertus de l'agrivoltaïsme sont importantes, il ne faut pas les dévoyer. Certains peuvent les dévoyer. Alors, est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein? Il y a des agriculteurs qui sont intéressés par ces projets, motivés pour cultiver sous panneaux, agir et ne pas subir le changement climatique. C'est une solution en plus qui est complètement financée par la revente de l'électricité. Donc ça coche pas mal de cases. Il faut des barrières. Et c'est le sens de la réglementation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est à une technologie qui est mature quand même. Il y a eu pas mal d'expérimentations. Et donc, il faut avoir le courage de montrer les résultats, de montrer ce qui marche et de montrer ce qui ne marche pas pour avoir une relation de confiance qui s'instaure sur le sujet. Et en fait, c'est facile, en plus, à l'époque des réseaux sociaux, effectivement, de faire du bashing. Voilà, c'est facile d'être contre. Sauf qu'on a des agriculteurs qui souffrent de changement climatique et qui n'ont pas les moyens de se protéger. Et là, c'est une solution qui est quand même financée par la revente de l'électricité. Donc, de façon encadrée, je trouverais quand même dommage de priver le monde agricole de cette solution. Alors, c'est bien parce qu'on va rentrer maintenant dans les cas pratiques. On va voir comment accompagner ce développement. Quelles sont les bonnes pratiques. Mais avant, je voulais quand même demander à Pierre Giraud, qui a instruit les dossiers, quels sont finalement très concrètement les points de vigilance qui reviennent systématiquement quand vous étudiez un projet? Globalement, je dirais qu'il y en a deux. L'impact paysager. Ça, là, c'est quelque chose qui revient très très souvent parce que imaginez des structures à 6 mètres de haut dans un paysage de plaine viticole, c'est quelque chose qui se voit. Par exemple, l'Hérault est un département touristique. Un de ses atouts, c'est la qualité de ses paysages. Et les élus commencent à intégrer le fait que ces structures pourraient, si elles se développent trop rapidement sur des surfaces très importantes, changer la physionomie, l'attrait potentiel du département. Et on sent que les élus commencent à s'emparer du sujet, commencent à réfléchir à l'échelle des EPCI sur le choix. C'est vraiment un choix des élus sur l'impact paysager acceptable
par rapport à l'impact touristique, c'est un sujet sur lequel les élus commencent à travailler. Et surtout, le second point, c'est la plus-value agricole. En pôle ENR, ce qui est vu quelquefois, c'est l'agriculteur qui est pris à la gorge, sa culture n'est pas assez rémunératrice, et il voit, à juste titre, et c'est très compréhensible, une petite poire pour la soie pour lui permettre de survivre dans cet environnement difficile. Donc, il faut que ça ne soit pas uniquement un revenu agricole, financier, excusez-moi, et surtout que ça apporte un plus à une problématique rencontrée par l'agriculteur. Donc je dirais, pour répondre à votre question, c'est l'impact paysager qui, comme vous dites, n'est pas cadré par la loi APER, et pourtant, il y a de nombreux dossiers qui passent en pôle et qui sont dans des secteurs protégés du point de vue paysage. On ne conteste pas la plus-value agricole, mais l'impact paysager est beaucoup trop fort et les élus n'en veulent pas. Et ensuite, il faut que le projet démontre qu'il répond à une problématique agricole. Merci. Céline Mel, vous travaillez avec l'ADEME à mettre en place des outils pour aider la filière à monter en qualité. Alors, est-ce que c'est une méthode commune sur laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est simplement un guide des bonnes pratiques? Ou est-ce que c'est un véritable outil de qualification des projets agrivoltaïques? Oui. Alors, le guide de recommandation, j'ai envie de dire, on l'a publié en 2022. Quand on a fait la première étude, on avait justement essayé déjà de pousser des bonnes pratiques, des recommandations à mettre en place pour tous les acteurs de la filière. L'étude que nous menons et que nous sommes en train de finaliser, c'est la suite opérationnelle de cette première étude. Donc justement, là, on a passé, on va dire, entre guillemets, une étape. On n'est plus sur un guide de bonnes pratiques, on est vraiment sur un outil donc, de qualification des projets agrivoltaïques. L'idée, c'est que sur la base de la première étude et de l'ensemble du contexte réglementaire qui s'est construit depuis, c'était d'adapter en fait les premières propositions qu'on a eues. Donc cet outil-là, il s'inscrit clairement dans le cadre réglementaire, mais il va au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller harmoniser des pratiques, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la démarche territoriale, elle est fondamentale en fait pour favoriser l'insertion des projets. Donc l'idée, c'était aussi d'aller regarder tout ce qui existe en termes de lignes directrices, chartes locales, doctrines, documents publiés aussi par des collectivités, etc., pour regarder finalement quels sont les critères qui sont importants dans les territoires, de voir les comparaisons, les similitudes, etc., et de récupérer l'ensemble de ces éléments-là pour proposer donc un outil de qualification qui soit, entre guillemets, universel. Et l'idée là-dedans, c'est d'avoir une méthode homogène, quel que soit le territoire, quelle que soit la structure photovoltaïque, quelle que soit la production agricole. L'objectif, c'est de vraiment avoir un outil qui puisse être utilisé quelle que soit la situation. Et l'autre point, c'est que on a aussi écouté les attentes opérationnelles qu'on a eues donc dans les régions qui nous ont fait remonter qu'il y avait besoin d'un outil simple pour qualifier donc ces fameux projets. Il est vrai que nous, dans l'étude qu'on a commencée au départ, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus exhaustif. On était vraiment sur un travail très complet. Donc, on a voulu un peu modifier finalement notre approche. On propose donc désormais sur la base d'une méthode, on va dire la colonne vertébrale, on propose maintenant deux outils. Un outil qui va être très simple d'utilisation, qui sera plutôt dédié donc à des personnes qui vont devoir évaluer ou analyser un projet rapidement. Par exemple, donc justement des personnes donc en service déconcentré de l'État, des personnes côté CDPNAF ou même des personnes côté collectivité qui sont aussi amenées à regarder des projets
projet et à donner leur avis. Donc ça va être un outil qui sera très simple d'utilisation avec des cases à cocher, des oui-non, des OK, pas OK, qui permet d'avoir une qualification très rapide. Et on aura un outil qui sera beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif, qui lui va être plutôt destiné donc à des porteurs de projets, des bureaux d'études, l'outil devant servir en fait à améliorer la conception du projet et à montrer un petit peu tous les enjeux qu'il est nécessaire de regarder pour justifier effectivement du sérieux de son projet. On a une question qui nous arrive. Est-ce pertinent d'avoir un outil d'harmonisation alors que les solutions agrivoltaïques sont censées être personnalisées? Est-ce que c'est un outil d'harmonisation? Alors, on est absolument d'accord que dans les territoires, il y a des spécificités toutes particulières. L'idée de l'harmonisation dont je parle, c'est d'essayer de récupérer justement les critères qui peuvent se retrouver entre tous ces territoires et ensuite d'apporter, entre guillemets, une patte peut-être qui sera peut-être plus spécifique dans un territoire donné. Néanmoins, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que la colonne vertébrale de l'évaluation du projet reste la même. Donc, quand on va parler, par exemple, d'impact paysager, effectivement, la sensibilité paysagère d'un territoire va être peut-être différente d'un territoire à un autre et le curseur pourra éventuellement être déplacé dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai envie de dire, dans l'approche méthodologique que nous avons, le critère reste le même. Et ça permet de filtrer les projets. Absolument. Est-ce qu'on a besoin, ici ou pas, de réaffirmer les critères qui sont indispensables pour qualifier un projet agrivoltaïque ou pas? Alors, les critères qui sont indispensables pour qualifier un projet agrivoltaïque, on l'a déjà dit, c'est la réglementation, c'est la loi APER, c'est le décret, c'est l'arrêté, c'est l'instruction technique. Donc ça, on est effectivement inscrit dans ce cadre-là. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, nous, l'objectif de cet outil-là, c'est pas de faire une instruction technique ministérielle bis. Elle existe déjà. L'objectif de l'outil qu'on propose, c'est véritablement de favoriser finalement, entre guillemets, le déploiement de cette filière-là. Comme on le dit aujourd'hui, et c'est le titre de la conférence, de crédibiliser la filière et d'assurer sa pérennité. Aujourd'hui, dans les territoires, les questions qui remontent, et vous l'avez dit tout à l'heure, et ça me fait plaisir de l'entendre en direct, c'est que la question, c'est pas est-ce que le projet il est conforme. La question, c'est est-ce que mon projet il est vertueux, est-ce qu'il est résilient et est-ce qu'il est désirable pour mon territoire. Et si la réponse est non à ces trois questions-là, il aura beau être conforme sur le plan réglementaire, il va avoir du mal à s'insérer ou en tout cas à gagner l'adhésion des populations, des riverains, des élus, etc. Donc l'objectif de cet outil, c'est d'avoir non seulement l'aspect réglementaire, mais des autres critères qui permettent de anticiper les risques autour de ces enjeux-là et de dire attention, on va potentiellement vous poser des questions là-dessus. Avez-vous traité ces sujets? Si oui, très bien. À ce moment-là, vous pouvez les faire valoir et vous pouvez les valoriser effectivement auprès donc des territoires en question. Cécile Magherini, comment vous regardez ces outils proposés par l'ADEME? Est-ce que ces outils ils ont un intérêt certain pour permettre à des projets de montrer leur valeur agronomique? Nous, on est vraiment attachés à la qualité des projets, donc tous les outils sont bons. Le débat le plus fort qu'on a eu, je trouve, chez France Agrivoltaïsme ces derniers temps autour de la qualité des projets, c'était la question de la taille. Parce qu'en fait, il faut quand même trouver des choses simples et qui parlent. Donc, il y a la question de la taille. C'est-à-dire quand même, finalement, on en est à un stade où il y a une question de risque. Quel risque je prends de ne pas atteindre des objectifs agronomiques? Quel risque je prends par rapport au paysage? Et ça, finalement, on en arrive au sujet de la taille. Alors, autour de 20 ou 30 hectares qui serait une taille maximum. Et donc, on sent très bien que finalement l'acceptabilité, elle va aussi beaucoup avec la taille, avec cette question de la prise de risque. Et moi, le regard que je porte aujourd'hui, en tant que représentante de la filière, c'est que j'aimerais pouvoir le faire, mais qu'on est dans une injonction contradictoire qui est celle du prix de l'énergie versus l'acceptabilité des territoires. Et il y a quand même une forte contradiction pour nous là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le flou sur la PPE. On avait jusqu'à présent des signaux assez forts qui étaient donnés par les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie sur la qualité qui était attendue des projets agrivoltaïques. Et là, on est dans le doute. Donc nous, on veut bien tout faire,
Mais à partir du moment où c'est finalement le porteur de projet qui finance l'intégralité du projet pour qu'il soit complètement gratuit pour l'agriculteur, ou même si c'est l'agriculteur qui investit lui-même, encore plus, il faut pouvoir avoir finalement des signaux tarifaires clairs et en accord avec les règles de qualité qui sont fixées sur les projets. Et vous parlez de prise de risque, il y a aussi la prise de risque économique de la part du développeur. Voilà, c'est ça, il y a une prise de risque économique. Alors, c'est pour ça que finalement, moi, je pense que la qualité, elle va quand même finir par se réguler. Il n'y a pas longtemps, avec France Agrivoltaïsme, on était à la DDT du Tarn. Ils nous ont dit en ce moment, on a 80% de taux de chute en CDP9. Il n'y a, je pense, aucun porteur de projet qui peut se permettre aujourd'hui de financer un développement jusqu'à ce stade, de dépenser 100 000 euros pour que le projet aille pas jusqu'au bout. Oui, il y aura des recours, mais tout le monde va pas s'épuiser en recours. Donc, c'est en train de se réguler, pour moi, la qualité des projets. Sauf que les projets, il faut les penser 4 ans avant qu'ils sortent de terre. Il faut imaginer le tarif qu'il y aura. Et si on n'a pas de visibilité, si on n'a pas de stabilité sur finalement ce qui est attendu en termes de politique énergétique et à quel prix de l'énergie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à faire. Et finalement, nous, notre crainte, c'est qu'on donne l'impression que ce soit très complexe, qu'on mette du temps à... Ça introduit un flou qui, sur les territoires, dit, vous voyez bien que le truc, il n'est pas mûr, il n'est pas prêt, on ferme le dossier et on s'arrête. On a eu des alertes au moratoire, là, quand même, assez régulièrement. Et c'est ça notre alerte. C'est que, voilà, moi, je suis pour la qualité. Le problème, c'est qu'il faut accepter aussi de nous donner de la vision sur le prix de l'énergie associée. Une question qui nous parvient, j'ai l'impression que l'agrivoltaïsme dans l'élevage est pour vous opportuniste et n'apporte pas de plus-value. Voilà la question qui nous parvient. Ce qui m'amène aussi à vous poser une question, Cécile, ça sera aussi nous parler des projets les plus pertinents qui pourraient avoir valeur d'exemple, parce que vous avez parlé tout à l'heure des projets qu'il faudra mettre en avant, etc. Donc peut-être déjà répondre sur cette question et puis enchaîner. Alors nous, les projets les plus pertinents, en tout cas, là je reprends ma casquette. Mais déjà peut-être répondre, à moins que quelqu'un d'autre veut répondre à la question. J'ai l'impression que Serge avait envie de répondre sur allez-y l'élevage. Allez-y Serge, je vous en prie, sur l'élevage. Alors il y a 2 aspects intéressants sur l'élevage, c'est à la fois le fourrage, ce qu'elle mange, ce qu'on protège, et aussi le stress thermique sur les animaux d'élevage, donc les animaux, plutôt les petits animaux qui permettent d'aller en dessous. Alors, autant sur la foresterie, le pêche, la pomme, sur la vigne également et sur le maraîchage, je trouve des intérêts très intéressants. J'ai un petit peu plus de mal sur les pâtures, je l'avoue, puisque les panneaux sont quand même beaucoup plus bas, l'ombrage est quand même beaucoup plus permanent, et j'ai un très gros doute sur la durabilité de l'herbe sous le panneau. Parce que si les animaux d'élevage viennent piétiner, viennent s'allonger sous le au bout d'un moment, il n'y aura plus d'herbe. En fait, si vous mettez un préau sur une prairie, les gens vont marcher, ça va faire de l'ombre, et à un moment, en fait, il y a plus d'herbe sous la pâture, sous le panneau. Et c'est un peu le problème que j'ai. Je pense qu'au fil du temps, on pourra avoir des trous en dessous. Et du coup, ça joue plus son rôle, puisqu'il n'y a plus de végétaux en dessous. Et j'ai un autre problème, c'est qu'on a une problématique actuellement avec le milieu animal, c'est qu'on a de moins en moins d'éleveurs. Est-ce que dans 20 ans, cet éleveur qui a des panneaux sera toujours présent? Est-ce qu'il y aura toujours des animaux? Et c'est ça la problématique, c'est qu'il y a un moment, si ça se voit, dans 2-3 ans, peut-être parce que le prix éventuellement électrique ou éventuellement que la production animale est très difficile à faire et que le prix n'est pas assez rémunérateur, j'ai peur qu'en fait il n'y a plus d'animaux en dessous. Et qu'on se retrouve avec des panneaux qui étaient là pour des animaux qui ne sont plus. Ça peut être intéressant de demander à Cécile, donc justement, qu'est-ce que vous en pensez de l'agrivoltaïsme pour l'élevage? Oui. Donc nous, on a une offre agrivoltaïque d'élevage. Alors, vous savez, notre signature, c'est les panneaux qui bougent. Donc, en fait, du coup, avec des panneaux mobiles pour finalement travailler sur la prairie, la qualité de la prairie. Pour ce qui est de l'ombre aussi, on a fait pas mal de biblios sur le bovin lait, notamment sur le fait que le stress thermique altère la quantité de lait. Voilà, on a eu des gros débats sur ce sujet, sur Sonagri, en se disant finalement la différence entre une plante et un animal, c'est que l'animal, il peut se déplacer pour se mettre à l'ombre, alors que la plante, elle se déplace pas. Donc, c'est un peu ça tout le débat. Donc, il faut le faire là où il y a vraiment une plus-value sur la prairie. Donc, nous, on fait des projets sur prairie permanente.
Voilà, c'est ça le sujet. Et après, pour les plus grandes démonstrations intéressantes, nous, on avait décidé de commencer nos travaux sur vigne. Donc sur culture pérenne, ce qui paraissait assez évident au début, c'est que c'était sur les cultures à valeur ajoutée qu'il fallait se mettre, puisque c'est là où finalement on pourrait le mieux valoriser en euros l'intérêt économique de la solution. Et ces intérêts en euros sur le fourrage, il n'y a pas vraiment d'éleveurs qui va le mesurer. Et c'est un peu ça notre difficulté, c'est la mesure. Donc pour mesurer et pour prouver, on avait fait le choix d'aller sur vigne. Et mais vraiment très franchement, les résultats dépassent nos attentes, mais parce que le changement climatique va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé avec nos équipes de chercheurs. Donc on s'est retrouvé l'année dernière sur Tresserre dans les Pyrénées-Orientales avec 60% de chardonnay en plus sous les panneaux. On s'est retrouvé à Piolinck dans le Vaucluse avec la même quantité de vin sans eau sous panneau versus la parcelle à blanc avec irrigation. Donc sur vigne, il y a un vrai intérêt, mais il y a ce sujet du paysage. Et donc il y a eu un gros buzz, notamment dans la vallée du Rhône très récemment, sur finalement l'AOC Côte-du-Rhône qui voudrait interdire l'agrivoltaïsme essentiellement pour des questions de paysage et aussi pour des questions de partage de la valeur et d'impact de l'agrivoltaïsme sur le foncier. Pierre, vous vouliez réagir Oui, je voulais revenir et rebondir sur ce qu'a dit M. Zaka. Donc, effectivement, autant ça peut être compréhensible sur des prairies permanentes pour le pâturage sous panneaux. Par exemple, dans le département de l'Hérault, lorsque on nous dépose un projet en pôle ENR de pâturage sur panneaux et qu'on voit que les animaux partent en estive, ça veut dire qu'en période chaude, ils ne seront pas là. Donc là, on se dit, quelle est la plus-value sur le bien-être animal ? L'animal ne va pas plus brouter parce que les quelques jours, peut-être la semaine ou les 2 semaines supplémentaires de présence d'herbe, s'il y a présence d'herbe, parce que sur sol pauvre, ce n'est pas de la prairie permanente. Donc il y a cette problématique de pâturage sous panneaux qui vraiment nous pose des réelles difficultés. Dans l'Hérault, par exemple, il y a le préfet qui a mis en place, c'est le pôle ENR qui décide de la réalité du côté agrivoltaïque ou pas d'un dossier. Pour l'instant, le pâturage sous panneau n'a pas eu cet accord-là. Voilà. Et pour aussi appuyer sur le fait que l'agrivoltaïsme, il y a la loi et ensuite il y a le ressenti, et ce n'est pas que de la production agricole. Et effectivement, comme vous avez dit, l'appellation Côte-du-Rhône est bloquante sur l'agrivoltaïsme, ce qui montre bien que c'est un sujet assez difficile. On va s'interroger maintenant dans notre dernière partie. On va voir comment ancrer durablement dans les territoires cette filière. Céline Mel, pour ça, il y a un outil qui pourrait être très utile, c'est l'Observatoire national de l'agrivoltaïsme. Alors, il est très attendu par la filière, qui trouve que ça tarde à arriver. Bon, on en parlera avec Cécile Magherini. C'est quoi sa vocation première et en quoi il pourrait être utile pour vraiment ancrer durablement cette filière dans les territoires au pluriel ? Alors déjà, ça tarde, non, parce que l'Observatoire est en ligne. Donc, il est tout à fait officiellement lancé. Depuis ce mois-ci. Oui, le mois dernier même. Le mois dernier. Voilà, donc l'Observatoire est en ligne. Alors aujourd'hui, l'Observatoire est en ligne avec les données dont on dispose. Donc on en revient toujours au même principe de nous n'avons pas assez de données aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme au sens de la loi Appert. Donc aujourd'hui, sur le site de l'Observatoire, il y a essentiellement des installations pré-Appert. Il y a une installation qui a été autorisée au sens de la loi Appert et il y a aussi des démonstrateurs expérimentaux qui sont précisés. Vraiment, l'objectif de cet observatoire, c'est déjà de répondre à la mission qui nous a été confiée par la loi Appert.
Donc, dans la loi APER, nous, côté ADEME, on a reçu comme mission d'assurer donc un suivi statistique des installations agrivoltaïques. Donc déjà, la première chose, c'est de suivre très finement la filière justement dans chacun des territoires. Et donc là, on parle de toute la France, pas que métropolitaine, mais aussi des territoires insulaires. Et l'objectif, c'est de faire vraiment une centralisation des données. Parce que, et ça c'était une grosse recommandation qu'on avait eue lors de la toute première étude en 2022, c'est qu'on s'était rendu compte que il y avait parfois des centralisations de données, mais de façon très locale ou au sein d'instituts agricoles qui travaillent sur une production agricole donnée, etc. Mais il n'y avait pas, on va dire, d'acteurs ou en tout cas d'entités globales de centralisation. Donc c'est vraiment le rôle que nous avons dédié sur cet observatoire-là. Il va centraliser non seulement les données réglementaires qui sont donc imposées par le décret, puisque vous devez tous savoir qu'un porteur de projet doit transmettre annuellement à l'ADEME des données sur son projet et doit aussi faire donc des contrôles, des rapports de suivi à intervalles réguliers. Donc déjà, on va se nourrir de ces données-là, mais on espère aussi pouvoir se nourrir de données volontaires, de projets de recherche. On travaille notamment d'ailleurs avec l'INRAE et le PNR de l'INRAE. Donc l'objectif, c'est d'accumuler les données, de produire des indicateurs qui pourront justement rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Donc on parlait tout à l'heure d'approche scientifique, c'est exactement en fait cet objectif-là. Et bien sûr, l'objectif aussi de l'observatoire, c'est surtout aussi de structurer toute la filière. Donc on a une gouvernance de l'observatoire qui va être répartie et partagée avec toutes les parties prenantes. On a une comitologie avec différents comités, avec les ministères, un comité de pilotage, un comité des partenaires, etc. Et l'objectif de ça, c'est effectivement de structurer, d'animer la filière, de rendre compte de ce qu'on observe, des analyses qu'on aura sur le plan scientifique et au fur et à mesure d'accompagner les politiques publiques pour justement pérenniser tout cela. Avant de demander une réaction sur le sujet à Cécile Magarini, j'ai envie d'entendre Serge Jacquat, parce que vous parliez de l'importance des données, de la valeur scientifique. Là, cette cartographie, elle serait réellement utile. Oui, ça serait réellement utile. Et en fait, je pense que le plus important, c'est l'accumulation de données d'année en année. Parce que regarder des données sur un an, entre une vigne, par exemple, en plein soleil, et une vigne sous agrivoltaïsme, statistiquement parlant, c'est pas encore assez fort. Il faut regarder sur 10, 15, 20 ans, de voir l'évolution de la phénologie de la vigne, par exemple, du taux d'alcool dans les vins. Il faut avoir un recul, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça uniformise, on va dire, ces données-là pour avoir une visualisation qui soit claire. Et je pense l'agrivoltaïsme est capable de le faire. Là, on est sur une filière, par exemple, qui a potentiellement, avec des stations météorologiques, on est capable de le faire. Sur, par exemple, la biodynamie ou d'autres types de pratiques agricoles, par exemple, quand on plante des cornes de vache dans le sol, c'est beaucoup plus complexe de justifier l'aspect scientifique. En agrivoltaïsme, on est capable de le faire. C'est juste une question d'années. Derrière, quand on aura suffisamment de matière, on pourra justifier l'utilité de ces faits-là. Je terminerai juste par la grêle aussi. Regardez, vous prenez par exemple les fusées anti-grêle. Dans l'agriculture, on envoie des fusées pour les anti-grêles. Et ça, ils le font par habitude. Et personne n'a jamais prouvé l'efficacité de ces fusées. Elles ne fonctionnent pas, d'ailleurs, elles ne servent à rien. Elles coûtent des dizaines de milliers d'euros pour les agriculteurs, mais elles ne servent à rien. Il ne faut pas tomber dans ce cas-là. Il faut aller plus loin. On est capable de le faire en agrivoltaïsme. On est capable d'avoir de la donnée. C'est assez simple, en réalité, de faire des plans expérimentaux. Et donc, continuer à faire ça, et il en faut pour l'avenir. J'aurai des informations sur... encore pour aller plus loin, mais après c'est sur les paysages. On pourra y venir tout à l'heure, il nous reste quelques minutes. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions via Slido. Et aussi, j'invite l'hôte ou l'hôtesse à venir avec le micro devant la scène. Et si vous souhaitez réagir ou livrer un témoignage, vous pourrez le faire. On va prendre vos questions micro. Ça sera micro ouvert. Cécile Magarini, on veut vous entendre sur l'Observatoire national de l'agrivoltaïsme. Je suis impatiente. Ah, voilà. Nous aussi, on veut des données. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que l'énergie, j'aimerais qu'on la concentre finalement sur ces données, l'analyse de ces données, parce que c'est aussi la demande du terrain. C'est la demande des services instructeurs, c'est la demande des chambres d'agriculture, c'est la demande des riverains.
lors de l'instruction du projet. Et nous, on en donne, on en a, mais c'est nous qui les produisons. Donc il y a besoin de cet avis tiers externe. On sait que l'observatoire, il existe, et s'il évite de donner, ça introduit encore cette défiance. Donc voilà, c'est comme ça, la société, elle est comme ça, les choses sont plus rapides. Il y a le temps de la nature, il y a le temps de la réglementation, etc. Mais il existe quand même des résultats. On n'est pas tous au même niveau, les développeurs, sur les résultats, mais c'est dommage de pas. Il faut en mettre maintenant un maximum et être très, très transparent, comme je disais tout à l'heure, sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? En attendant que les questions arrivent, j'en ai une, monsieur là, qui est juste là au deuxième rang. J'en ai une qui est très intéressante et on se doit de l'apprendre, elle est vraiment importante. Je suis accablé par les propos quasi unanimement négatifs. C'est une conférence contre l'agrivoltaïsme, nous demande-t-on. Ah oui, à ce point-là. Bon, c'est une personne parmi d'autres, mais bon, il s'agit de mettre en avant tous les commentaires qui peuvent arriver. Ça peut être l'impression que ça donne, mais en fait, c'est parce qu'on est sur une filière jeune. Enfin, je ne veux pas répondre à votre place, quoi, mais je vous invite à répondre peut-être. J'allais faire un petit mot d'introduction dans le même objectif. Je pense que j'entends la question et du coup le ressenti. Je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que on est quand même sur une filière jeune. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis quelques années, mais on est quand même sur une filière jeune. On a un contexte réglementaire extrêmement récent qui commence à peine à s'appliquer, et donc le ressenti finalement de à peu près tout le monde quand on parle d'agrivoltaïsme, c'est, on vient de le dire, où est la donnée? Est-ce que vous pouvez nous prouver que ça fonctionne? Où est-ce qu'on en est? Donc il y a une promesse en fait qui est très importante de l'agrivoltaïsme, comme vous le disiez tout à l'heure en tout début de conférence. On a envie effectivement que ça fonctionne, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais on n'est pas encore aujourd'hui certain que tout fonctionne. Donc l'objectif, c'est justement d'aller travailler tout ça, d'avoir ces retours d'expérience, d'avoir de la donnée, de l'analyser et de reconcentrer effectivement ce qui fonctionne pour assurer effectivement la filière. Donc je pense que c'est pas du négatif, c'est au contraire, c'est de l'attente pour prouver que tout fonctionne bien. Alors, côté développeur, on veut entendre aussi Cécile Magherini, France Agrivoltaïsme et Sonagri qui développent des projets agrivoltaïsme. On imagine que vous êtes à 100% pour le développement d'agrivoltaïsme. Oui. Bref, tout le monde fait bref maintenant parce qu'on va prendre pas mal de questions. Oui, complètement. Alors, dans le fameux sondage dont je parlais tout à l'heure, il y a 61% des riverains qui se déclarent favorables à l'agrivoltaïsme et 50% des agriculteurs qui voient une vraie opportunité. Et puis, je le répète, les résultats qu'on a jusqu'à présent et les meilleurs, ça peut être jusqu'à des plus 60% de rendement agricole, 50% d'économie d'eau, 1,5 degré d'alcool en moins. Voilà, maintenant, on ne veut pas... il y a plusieurs formes d'agrivoltaïsme. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire dans cette conférence. Et il faut faire des projets de qualité pour que ces beaux projets qui produisent ces résultats-là ils puissent s'inscrire de façon durable dans le temps. C'est ça qu'on veut dire. On veut dire que c'est bien, mais que si finalement on ne s'applique pas, on va tomber dans l'énergie qui prendra le dessus, on tombera dans les mauvais projets et on n'aura pas eu le temps de démarrer, que la filière s'arrêtera. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est bien, mais il faut réfléchir au rythme auquel on le fait, il faut réfléchir à comment on le fait. On prend la question de monsieur, je vous invite à vous présenter. Bonjour. Bonjour, je suis stagiaire chez EDF Power Solutions. Et j'avais une question concernant les attendus vis-à-vis de la filière de l'élevage. Donc votre remarque sur les résultats en climat méditerranéen est parfaitement pertinente. Mais donc j'avais une question sur l'attendu vis-à-vis de la preuve, c'est-à-dire est-ce que vous attendez vraiment des démonstrateurs en climat méditerranéen sur l'élevage ? Ou est-ce que votre attendu est plutôt vis-à-vis d'études et de synthèse bibliographique? Et puis la deuxième question, c'est quitte de la filière de la production fourragère, typiquement la luzerne ou le foin pour l'aliment de bétail. Alors, je vais commencer par la luzerne, parce que j'étais à France Luzerne vendredi dernier. Alors effectivement, pour lutter contre le changement climatique, il n'y a pas que les panneaux solaires sur les pâtures, il y a également la diversité génétique des espèces présentes dans les pâtures. La luzerne ayant des racines plus profondes,
réagissant au CO2, étant plus résistante à la sécheresse, ayant une température optimale de 29,8 degrés, alors que celle du vrai grain anglais est autour des 22,3 degrés, eh bien, elle s'adapte mieux dans un contexte méditerranéen. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'agrivoltaïsme en tant que solution, mais c'est une des solutions. Derrière, dans les pâtures, il y a l'arbre, par exemple, qui fait de l'ombrage, qui gère le microclimat, qui gère l'évapotranspiration, qui gère le vent également. Et la luzerne est aussi intéressante. Dans d'autres types d'agriculture, l'arbo, le maraîchage et la vigne, c'est plus complexe de mettre des arbres, ça peut être intéressant. Mais dans les pâtures, on a quand même des solutions que les éleveurs utilisent de façon préférentielle, des solutions agronomiques également. Merci pour votre question. On va prendre une autre question micro. Je vous invite à lever la main. Et en attendant, une question pour l'ADEME. Quels sont les partenaires côté filière développeurs que vous aurez dans les comités de l'Observatoire ? Alors, dans les comités d'observatoire, on a effectivement un comité des partenaires où on a invité en fait tous les représentants des syndicats et associations professionnelles, puisque forcément on ne peut pas avoir tous les développeurs dans le comité des partenaires. Par contre, ce qu'il faut aussi noter, et je pense que sûrement beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est qu'on a aussi, et on va mettre en place, des ateliers de travail où là on va élargir entre guillemets les horizons pour aller questionner des personnes qui sont au plus proche du terrain, donc des porteurs de projets, des bureaux d'études, et donc on augmente entre guillemets la sphère des parties prenantes impliquées. Donc c'est pour ça que je disais on va concerter et se renseigner effectivement auprès d'un certain nombre de personnes. Une question pour Serge Jacquat. Est-ce que le complément agrivoltaïque n'est pas plutôt la garantie de préserver des éleveurs dans 20 ans qui auraient disparu sinon? La loi APER impose d'ailleurs la continuité de l'utilisation agricole. Alors ça peut contribuer, mais je pense qu'on est dans un contexte économique plus politique, même socio-économique et politique, qui fait que l'élevage devient de moins en moins intéressant, de moins en moins attrayant, de moins en moins payant d'ailleurs, et du coup qui diminue. Je ne pense pas que l'agrivoltaïsme en lui-même va compenser tout ça, parce qu'il faudrait mettre des panneaux solaires sur l'ensemble des plateaux du Larzac pour le Roquefort par exemple, et au niveau du paysage, c'est pas possible. Donc ça peut être un atout pour quelques-uns, mais c'est pas ça qui va sauver l'élevage. C'est de redorer un petit peu le blason au niveau politique, d'arrêter une certaine forme d'agribashing aussi sur l'agriculture. Il y a aussi de remettre du terroir dans nos assiettes, à la cantine, chez nous, ou alors au restaurant, ou même ici. Ça va plus loin. L'agrivoltaïsme n'est qu'une petite pièce de tout ça, en réalité. Et en rebond, il y a une question, est-ce qu'il reste des petits fours? C'est sympa, c'est vrai que c'est important d'être en atmosphère. Il y a de la saucisse de Pologne à côté. Voilà. Cécile, vous vouliez rebondir sur ce sujet? En fait, dans une version optimiste de la PPE, on considère que l'agrivoltaïsme couvrirait 1% des surfaces agricoles, et donc ça sauvera pas l'élevage, et c'est pas la vocation. Donc voilà, c'est ce que je voulais donner comme chiffre. Alors sur les bâtiments d'élevage, il y a énormément de panneaux solaires sur les laiteries. Presque partout où je vais, je vois des panneaux solaires sur les laiteries. Et c'est pas ça qui a sauvé pour l'instant l'élevage. On n'en est pas sorti. Mais c'est encore. pas de l'agrivoltaïsme. Oui, je sais, mais c'est que la vente électrique ne suffit pas pour remettre l'élevage à pied. C'est plus vaste comme problème. Quel développeur avez-vous consulté pour faire cet outil ADEME? Vous voulez des noms, c'est ça en fait? Nous ne citerons aucun nom ici. RGPD oblige. Vous avez consulté plusieurs développeurs. On a consulté plusieurs développeurs, on a consulté les syndicats, donc on a consulté effectivement diverses parties prenantes, et pas que des parties prenantes côté énergie. On a aussi consulté des chambres d'agriculture, on a consulté des SAFER, on a consulté on en parlera d'ailleurs dans l'atelier, des générateurs qui accompagnent aussi les collectivités dans le montage de projets photovoltaïques. Donc on a consulté en fait une variété assez impressionnante en fait de personnes, que ce soit pour l'élaboration des outils, de la méthodologie, que ce soit pour le test de ces outils. Donc en fait, on est vraiment quand même sur un travail qui est sur plus de 2 ans aujourd'hui. Voilà, donc on est sur un travail exhaustif et en plus avec une très très grosse concertation. Une question intéressante, avez-vous une vision, comme toutes les questions qu'on a reçues, mais celle-ci, elle est intéressante, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez une vision de ce qui se fait en dehors de la France? C'est quoi l'agrivoltaïsme ailleurs? Est-ce qu'il y aura un modèle ou pas?
On a donc France Agrivoltaïsme a une section, on va dire, internationale. Donc il y a de l'agrivoltaïsme en Italie, où il y a des appels d'offres qui ont été lancés pour un agrivoltaïsme avancé avec des résultats qui sont sortis. Pour l'instant, l'Italie autorise plus de pertes agricoles que la France. Donc la France autorise 10%, l'Italie 20%. Et au final, je trouve, c'est un avis très personnel, qu'en Italie, finalement, la crise agricole est encore plus forte, en particulier dans le sud de l'Italie. Et on voit surtout arriver des projets solaires, là où il y a de la déprise agricole, sur des gros fonciers, notamment en Sicile, des centaines d'hectares qui, du coup, sont plutôt des projets de solaire au sol. Et le prix de l'énergie, finalement, emporte tout, et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur ce sujet du prix de l'énergie. Donc si on veut mettre tous les projets solaires pour l'instant au même niveau, c'est les gros projets sur des terres soumises à des prises qui vont sortir. Ça, c'est le cas de l'Italie. Il y a une volonté d'agrivoltaïsme avancé, mais c'est compliqué, et on peut en faire dans des régions qui sont plus... il y a aussi des politiques régionales, en particulier en Émilie-Romagne, où là, finalement, ce que va dire l'Émilie-Romagne, c'est qu'il ne faut pas que le projet agrivoltaïque couvre plus de 10% de l'exploitation agricole. Alors c'est un tout petit chiffre du coup, mais c'est comme ça qu'ils ont choisi de finalement se protéger, se prémunir du risque de perte de production agricole. On l'a aussi beaucoup l'agrivoltaïsme en Israël, où là l'impact du changement climatique est encore plus fort, et où c'est les kibboutz qui s'emparent du sujet comme à la fois moyen d'autonomie énergétique et de protection des cultures. Et on va voir ça sur de l'avocat, du citron et des agrumes. Merci. Une question pour Céline de l'ADEME. Est-ce que la réalité économique des projets a été prise en compte dans la définition des critères extra-réglementaires dans la méthode de qualification proposée par l'ADEME ? Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle effectivement de la méthode simplifiée, très honnêtement, les critères complémentaires qu'on a ajoutés au-delà des critères réglementaires sont quand même assez peu nombreux et assez peu contraignants. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, alors je ne l'ai pas expliqué, mais j'en parlerai dans l'atelier, du coup, rendez-vous tout à l'heure dans l'atelier sur l'agrivoltaïsme, c'est que sur cette méthode palier, donc on l'appelait palier, dans la méthode en tout cas complète qu'on a appelée palier progression, on a différencié en fait 3 niveaux de progression. Donc il y a le premier niveau qui est un niveau conforme, effectivement. Ensuite, il y a un niveau robuste, un niveau exemplaire. L'objectif de tout ça, c'est que dans le niveau robuste, on vienne un peu éclairer ce qui est réglementaire avec des justifications complémentaires. Et en gros, si j'essaye de simplifier très, très fortement, c'est que sur ce niveau qu'on a appelé robuste, le niveau 2, on vient en fait juste montrer qu'on a identifié des enjeux. Donc j'ai envie de dire, on ne demande pas en fait de mettre en place des études qui vont coûter des milliers et des cents, c'est juste de montrer qu'on est conscient des enjeux thématiques autres que ceux de la réglementation. Et ensuite, dans le palier exemplaire, qui est pour le coup véritablement un palier exemplaire, donc on ne va pas demander à ce que tout le monde le remplisse, et on sait très bien que ce palier exemplaire ne sera pas rempli à l'instant t égale 0 à la sortie de la méthode. C'est juste de montrer en fait qu'on a vu justement dans le travail opérationnel en région qu'il y a des projets qui ont de vraies bonnes pratiques et des démarches véritablement exemplaires. Et l'objectif de ça, c'est de dire que si vous les faites, elles seront valorisées. Mais on ne vous dit pas, faites-les, vous êtes obligé de les faire. Ça, on ne le dit pas. On dit, si jamais vous les menez, montrez-le, démontrez-le et valorisez-le. Donc l'objectif, là, c'est plutôt de se démarquer. Donc l'un dans l'autre, en termes de, effectivement, aspect économique, non, on n'a pas fait une étude économique de nos indicateurs. Mais très honnêtement, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous viendrez nous le dire, je ne pense pas que ça va vous demander, effectivement, de faire beaucoup plus de choses que ce que vous faites déjà. Merci, cette table ronde est terminée, on est dépassé de 3 minutes, mais elle était passionnante. Un grand merci, on peut applaudir nos intervenants, Céline Mel, Céline Margherini, Pierre Giraud, Serge Jacob
Bravo à tous les quatre et on vous invite, si vous voulez poursuivre sur le sujet, vous avez rendez-vous en salle Éole à 15h30 pour un atelier sur l'agrivoltaïsme qui est porté par Céline qui est là et Adrien Vasilevski de l'ADEME et pour l'AREC Marion Tréboux. Merci. Et ici sur Gaïa à 15h30, une table ronde sur les nouveaux fonciers. À tout à l'heure. Merci.